Bien, bonjour à tous, bienvenue à l'Orama. Donc c'est le deuxième jour de ce week-end l'Orama. Le thème de l'Orama, c'est vivre, se nourrir d'agriculture paysanne. Donc c'est faire le lien entre le rôle des paysans qui fournissent de l'alimentation et les consommateurs. Voilà. Donc on a plusieurs tables rondes avec différents thèmes. Le thème, c'est donc bien manger pour être en bonne santé. Eh bien, bienvenue. Je laisse Fabienne qui va animer le débat, nos trois intervenants. Et puis après, il y aura un petit temps d'échange avec la salle par rapport à nos intervenants, les questions que ça vous suscite. Voilà. Merci Francis. Bonjour à tous, Egunon Deneri. Donc effectivement, la thématique de cette conférence, c'est bien manger pour être en bonne santé. Donc je pense que c'est quand même une question, une thématique assez universelle et qui montre le lien étroit entre alimentation et santé. Donc pour démarrer cette conférence, je vais commencer par présenter les trois intervenants qui vont prendre la parole aujourd'hui. Donc Philippe Pointereau, donc, qui est agronome, naturaliste, membre fondateur de Solagro et co-scénariste du scénario de transition After 2050. Vous êtes chercheur, vous avez participé à plusieurs programmes de recherche qui portent sur les liens entre pratiques alimentaires, pratiques agricoles et biodiversité. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le pouvoir de notre assiette, aux éditions Utopia. Arnaud Sperazzar, donc vous êtes directeur et rédacteur en chef du magazine Profession Fromager, qui édite notamment un guide annuel des fromages au lait cru. Vous êtes à l'initiative de la création de la Fondation pour la biodiversité fromagère, que vous présidez depuis 2021. Et vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur les fromages au lait cru, dont Fromage au lait cru, Objectif Reconquête. Et vous allez notamment nous parler d'une production récente qui vise à décrire les risques et les bénéfices des fromages au lait cru. Et pour terminer ce tour de table, donc Philippe Berthélémy, vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital de Pau et vous accompagnez pas mal de projets au niveau du département en particulier sur le sujet de l'alimentation. Donc vous allez nous parler notamment du microbiote intestinal. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la parole à tour de rôle. Vous allez voir que leurs présentations vont se complémenter. Et après leur prise de parole, voilà, gardez bien vos questions en tête pour qu'on puisse échanger avec eux, pour que vous partiez avec toutes les réponses que vous pouviez avoir, en tout cas que vous dont vous pourriez avoir besoin pour manger bien, pour être en bonne santé. Voilà. Donc je passe la parole d'abord à Philippe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je vais un peu introduire et faire le lien justement avec l'agriculture parce qu'après on va quand même beaucoup passer aussi sur le volet plus alimentation, santé. Ce que je voulais dire c'est que nous en tant qu'agronomes, ce qu'on s'est aperçu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est plutôt en 2010 alors qu'on a créé Solagro dans les années 80, c'est que vraiment la solution pour réussir une transition agricole, c'était de réussir une transition alimentaire et faut surtout plus déconnecter l'agriculture et l'alimentation, quoi. Ce qu'on a cherché à faire finalement en mondialisant le commerce agricole et agroalimentaire, où en fait plus on fait ça, plus on déconnecte et plus aussi on industrialise. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, la France ne cesse d'exporter de plus en plus de produits et d'en importer de plus en plus. C'est-à-dire qu'en gros, avec un différentiel qui est de 10%, et moi j'ai calculé qu'on arrivait à ce qu'aujourd'hui, quasiment presque 38% de ce qu'il y a dans notre assiette est importé. Parce qu'on exporte de la viande, on importe beaucoup de viande, on importe du soja, on importe la moitié de nos fruits et légumes, enfin voilà. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui nous déconnecte qui réduit la possibilité finalement de se connecter, de connecter son alimentation à une production locale. Donc ça, c'est un phénomène
qui continue de s'amplifier. Et donc, là, quelque part, finalement, cette industrialisation qu'on a aussi au niveau de l'agroalimentaire, parce que pour faire du commerce, on a plutôt des grands groupes, on le retrouve au niveau agricole où forcément on spécialise les systèmes pour conquérir les marchés mondiaux. Et c'est toujours cette fameuse phrase « la France nourrit le monde », voilà, où on fait croire qu'avec ça, on va nourrir plus de... Là, moi, j'ai écrit récemment un article qui s'appelle « Le jour proche où le monde nourrira la France ». Parce qu'en fait, il faut quand même sortir de ce paradigme, parce qu'il y a quand même plusieurs phénomènes qui se sont passés. C'est que, on a été aussi vers une alimentation beaucoup plus basée à base de protéines animales. On verra tout à l'heure une diapositive qui fait qu'on a besoin de plus de surface pour se nourrir. Voilà. On a une population qui continue de grossir en France. En 2023, on a gagné 200 000 habitants. On a 200 000 habitants de plus à nourrir. Alors, peut-être dans 2050, on ne sera plus qu'à 100 000 par an. Et puis aussi, on perd beaucoup de terres agricoles, notamment liées à l'urbanisation. On connaît la côte ici. On est toujours à un rythme de plus de 60 000 hectares par an. Sachant que vous reteniez que pour nourrir un Français, il faut aujourd'hui à peu près 3 700 mètres carrés, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers d'hectare. Donc vous voyez que quand vous perdez 60 000 hectares, ça vous donne combien de la capacité que vous pourriez nourrir avec ces 60 000 hectares de terres agricoles perdus, c'est-à-dire plus de 150 000 habitants. Et on gagne 200 000 habitants. Donc Et dernier point, notamment à cause du changement climatique, les rendements agricoles commencent à baisser. C'est le cas pour le blé. Le rendement du blé baisse et cette année, ça va être assez catastrophique pour toutes les productions. Donc on n'est pas dans une situation aussi facile que ça, quoi. Donc en gros, globalement, la seule marge de manœuvre qu'on aura demain, dans la mesure où on ne pourra plus augmenter les rendements agricoles, déjà qui sont au taquet, et grâce notamment à beaucoup de produits chimiques. Enfin, si on n'avait pas les engrais azotés chimiques qui viennent beaucoup de Russie d'ailleurs, et les pesticides, on n'aurait pas les rendements qu'on a aujourd'hui, quoi. Quand on fonctionne en bas niveau d'intrants ou en agroécologie ou en agriculture biologique, on ne peut pas atteindre forcément ces rendements-là, quoi. Donc voilà, on a un système où on atteint les limites, quoi. Et cette année, ça va être le pompon, puisque on est quand même rattrapé par le changement climatique. Vous avez dû entendre que ça sera l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, les 1,5 degré, ça y est, on y est. Et qu'aujourd'hui, le rendement du blé en 2024 va chuter de 25%, le prix quasiment de moitié par rapport à 2022. Donc on avait 2022 une année assez exceptionnelle pour un certain nombre de productions au niveau français, et 2024, ça sera peut-être la pire. Donc il faut vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup de paysans dans la rue ou sur les routes d'ici 15 jours, là, parce qu'il y en a qui n'auront plus rien à perdre dans la mesure où... Voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu... une situation assez critique où voilà, on atteint un peu le bout du système, même si, faut le décrypter, on est quand même au bout du système. C'est-à-dire que voilà, on a perdu 6 millions de terres agricoles, la population a augmenté, les rendements stagnent, les nappes sont polluées, on est dans un système mondialisé, et là, on est au bout, quoi. Donc il faut changer de système, de paradigme, et donc c'est quand même changer les modes de production agricole et retourner vers recoupler notre alimentation à la production locale. Donc ça, c'est facile à dire, c'est plus difficile à réaliser, quoi. Voilà. Donc ce qui a changé quand même ces 10 dernières années, c'est quand même ce qu'on appelait là, ce qui s'appelle les plans alimentaires territorialisés, où heureusement on a beaucoup de collectivités locales qui se sont lancées avec tout un tas d'acteurs sur un peu un recouplage entre leur production agricole et leur alimentation, avec ce qui peut être mis aussi dans la balance, c'est que beaucoup de projets aussi sont faits sur la reconquête de la qualité de l'eau. Il faut savoir que la plupart des captages d'eau potable aujourd'hui sont pollués par les herbicides, le S-métolachlore, enfin il y a un certain nombre, d'autant qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus longue, ces produits-là, que ce qu'on pensait. Et donc, il y a des deals qui peuvent se faire entre les paysans en disant, voilà, vous changez vos pratiques agricoles, c'est en gros, vous évoluez vers le bio, ou en tout cas vers une forte réduction des pesticides, et en échange, on commercialise vos produits dans la restauration collective, parce que là, les élus ont la main dans la restauration collective, et comme vous savez,
Ils auraient dû déjà, depuis le 1er janvier 2022, être à 20% de bio et 50% de produits pas locaux, mais sur des bases environnementales. On n'y est pas du tout. Voilà. Et il y a aujourd'hui des communes qui sont à... je vais citer quand même en numéro 1 le conseil départemental de Dordogne. Le président a dit demain, et c'est déjà pour la moitié fait, tous les lycées seront dans les cantines lycées 100% bio, 100% local et 100% fait maison. Et le fait maison, c'est peut-être le plus important. Voilà. Voilà. Donc, il y a bien des dynamiques en cours. Vous avez la commune de Romainville dans le Seine-Saint-Denis, Mouans-Sartoux. Enfin, il y a une dynamique aujourd'hui de ce recouplage où tout le monde peut être gagnant. La collectivité locale, parce qu'elle peut maintenir des paysans, ça l'intéresse. Hein, parce qu'il faut quand même savoir qu'on perd toujours 10 000 exploitations agricoles par an. On n'a rien stoppé du tout. Les derniers chiffres montrent que c'est une mécanique infernale, et elle est infernale, je vous dire une chose pourquoi. Quand vous regardez, par exemple, les grandes exploitations, parce que bon, il y a des données très, très fiables, le problème, c'est que les grandes exploitations, si on prend par exemple les grandes exploitations céréalières, en 2022, celles qui ont en gros plutôt 300 hectares, elles ont gagné 5 fois plus que les petites. Elles touchent plus d'aide de la PAC, pas seulement par hectare, par UTA, c'est-à-dire par un équivalent plein temps, quoi. Donc on a une mécanique infernale, c'est-à-dire que le système, économiquement aujourd'hui, tel qu'est la PAC, fonctionne. C'est-à-dire que les gros absorbent les petits, sachant qu'ils sont beaucoup moins nombreux. C'est-à-dire que là, on va continuer de perdre des fermes, quoi. Voilà. Et là, la PAC, dans le contexte actuel, malgré que les paysans sont dans la rue, tout le monde n'y va pas pour les mêmes raisons, et la PAC, elle n'est pas prête de changer. Ils nous ont fait croire que c'était l'environnement qui était responsable de leur malheur. En 2022, où les pseudo-contraintes environnementales existaient, puisqu'ils ont supprimé en janvier 2024, ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Donc c'est complètement faux, leur discours. Ça n'est aucune contrainte. Elles sont tellement minimes que ce n'est pas là qu'il faut aller chercher le problème. Voilà. Donc, pour que les pratiques changent, il faut que l'alimentation change, parce que les agriculteurs, il faut qu'ils trouvent des débouchés à leurs produits. Donc, faut à des prix qui sont certainement peut-être plus élevés que ce qui est aujourd'hui, ce qui est compliqué, dans un système où les prix agricoles se sont envolés, voilà, et où on a quand même en France 11 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est quand même incroyable dans un pays aussi puissant, où une agriculture aussi productive, qu'on ait 11 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, quoi. Voilà. Donc, pour terminer, il faut changer de régime alimentaire. Enfin, alors, quand je parle régime alimentaire, c'est très global. Ce n'est pas seulement ce qu'on achète et où on achète, c'est comment on cuisine, quel type de produits. Enfin, c'est assez global. Voilà. Alors, je vais y venir à ça. Donc, en fait, faut cocher beaucoup de cases et on ne peut pas forcément cocher tout au même moment. Donc, ce qui est important, c'est aller quand même vers un régime plus végétal et plus biologique. J'expliquerai pourquoi, notamment pour des raisons de biodiversité, de santé, d'économie d'espace, de changement climatique. Mais aussi, il faut cocher d'autres cases qui sont... vous achetez quand même des produits qui ne sont pas produits en France. Hein, si vous consommez du café, du chocolat, du thé, des agrumes. Donc là, il faut rentrer dans l'équitable. Il faut cocher la case équitable. Il faut cocher la case locale. Il faut cocher la case non raffinée. Il faut cocher la case, on en parlera, les crus. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un ensemble de choses. Et puis, le plus important, enfin, pour moi, la colonne vertébrale, c'est la cuisine. C'est-à-dire que le jour où, en France, on va abandonner la cuisine, parce que la cuisine, finalement, c'est à l'opposé de l'ultra-transformé, de l'industriel. Qui dit cuisiner, dit acheter plutôt des produits frais. Voilà, faut anticiper. Donc, c'est beaucoup les femmes qui assurent ça. Ça tient encore en France, comme je dis toujours, les Français, quand ils ne cuisinent pas, ils en causent, ils font leurs courses. Enfin, je veux dire, on passe encore beaucoup de temps en France à manger et tout ce qui va avec. Ce qui n'est quand même pas le cas des États-Unis, même de l'Allemagne. Enfin, il y en a qui ont abandonné ça, quoi. Il y a des pays où il n'y a plus de cuisine dans un appartement, quand même, en Angleterre notamment. Donc, où on laisse, vous prenez votre téléphone, le jeune, et puis il appelle... Uber Eats qui va lui livrer son plat là où il veut, quand il veut, puis il va manger tout seul dans son coin, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu important. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure.
Donc il faut savoir quand même aussi que dans le constat, les maladies chroniques, c'est-à-dire en gros les cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2, ne cessent d'augmenter d'une façon phénoménale en France, quoi. Générant des coûts pour l'assurance maladie qui prend 100% en charge tous les coûts. Quand vous avez une ALD, une affection longue durée, la Sécu en France, et ça c'est génial en France, hein, on a le meilleur système quasiment de santé au monde. Il prend tout en charge, vous ne déboursez rien. Mais une ALD, c'est 7 000 € en moyenne par an à l'assurance maladie. Et chaque année, ça augmente pour les maladies chroniques de 5 milliards d'euros. Donc c'est vrai que quand on dit que là, il va falloir cutter là, tout ce qu'on peut pour trouver des sous, voilà. Si on ne travaille pas en amont à réduire ces maladies chroniques, ou on ne les soignera plus, comme aux États-Unis. Donc si vous en chopez un diabète de type 2 aux États-Unis, vous êtes mort. Hein. Si vous n'avez pas comme il n'y a pas d'assurance, vous vendez vos biens, quoi, en gros. Alors, ce qui ressortait, puis je terminerai là-dessus, 3 minutes, on a eu la chance d'avoir une étude avec l'INSERM, où on a comparé dans une grande cohorte les consommateurs bio, parce qu'on pouvait les qualifier, des consommateurs non bio. Donc on a comparé les 20% qui mangeaient le moins bio, c'est-à-dire en gros 1% de bio, maximum, et 20% qui mangeaient le plus bio, donc sur une cohorte de quand même 54 000 personnes, plus bio, ils mangeaient à peu près 70% de bio. Voilà. Ce qui est important, c'est que finalement, ils ont un régime très particulier. Alors, comment vous lisez ce graphique ? Ce qui est au-dessus, c'est que les bio en mangent plus. Ce qui est en dessous, c'est qu'ils en mangent moins. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, les bio ont un régime plus végétal. Ils mangent 5 fois plus de légumes secs, de fruits à coque, de légumes, d'huile végétale, de fruits. Donc, si vous regardez les objectifs du Plan national nutrition santé, ils sont exactement dans ce qu'il faut faire. Et ils consomment, en gros, moins de protéines animales, c'est-à-dire moins de viande. En bleu, ils sont pratiquement à moins 50% de viande donc bovine ou ovine. Moins de charcuterie. On consomme beaucoup trop de charcuterie en France. Et puis, moins de viande de volaille, moins de produits laitiers. Et fromage, c'est là où c'est à peu près... Voilà. Donc, ils sont finalement, moi je dis toujours, les consommateurs bio aujourd'hui, on ne leur a rien indiqué de particulier, c'est un peu les consommateurs du futur, quoi. Il faudrait ajouter d'autres critères. Alors, l'autre diapo, ça c'est la caractéristique. Et... Non, il faut que tu cliques. Non, je sais pas. Bon, enfin bon. C'est que... Donc ça, c'est une caractéristique particulière. Alors, pourquoi les bio sont plus végétales ou pourquoi les plus végétariens mangent plus bio ? Je pense que c'est des gens qui ont compris, enfin, qui ont une vision systémique des choses, quoi. Si vous voulez, dedans, il y a peut-être le bien-être animal, il y a le fait de protéger la biodiversité parce qu'ils ont compris que les pesticides, ça détruisait la biodiversité. Peut-être ils ont compris aussi la santé. On ne va pas y arriver ? Bon, c'est pas grave. L'autre diapositive, ça montrait les résultats. C'est-à-dire que nous, on a regardé... alors, sur la santé, je vous donne rapidement les chiffres. Pas compliqué. Alors, on a essayé d'enlever les nutritionnistes qui gèrent cette cohorte, tous les facteurs confusants, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, le sport. Et en gros, en enlevant tout ça, le surpoids et l'obésité diminuent près de 50%. C'est énorme. Les cancers, ils ont montré 24%, dont notamment le cancer du sein des post-ménopause, c'est encore plus important. Voilà. Donc il y a vraiment, en termes de santé publique, il y a vraiment des éléments positifs. Et nous, en termes d'environnement, ce qu'on a montré, c'était qu'en mangeant un peu plus végétal, en réduisant un peu ces protéines, donc ce n'est pas les réduire à zéro, c'est... Ouais, voilà. Tu cliques encore s'il manque une barre, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Ouais, bon, avec la moitié du truc, c'est pas grave. C'était que, je termine là-dessus, dans un régime, aujourd'hui, si vous regardez l'empreinte, ce qu'on appelle surface, c'est-à-dire la surface pour se nourrir, d'accord ? On peut parler euro, budget, enfin, gaz à effet de serre. 90% aujourd'hui de ces surfaces, c'est fait pour faire des protéines animales, de la viande ou du lait. Donc forcément, les protéines animales, c'est aussi 90% des gaz à effet de serre de l'empreinte carbone de votre alimentation. Donc forcément, si vous ne touchez pas à la consommation de viande et produits laitiers, vous n'avez aucune marge de manœuvre.
Donc en fait, il faut réduire et favoriser les systèmes les plus vertueux pour produire, c'est pour ça qu'on arrivera au lait cru, pour produire du fromage ou de la viande. Il ne faut pas tomber à zéro, il faut réduire, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc on économise de l'énergie, on économise des surfaces, on économise des gaz à effet de serre, on réduit les pesticides. Voilà. Et le hic, je terminerai là-dessus, ce sera peut-être l'objet du débat, il y a quand même un coût en euros. Nous, on est arrivé, on s'est dit, tiens, peut-être qu'on consomme moins de viande, ça sera moins cher. Non. On est arrivé à 1,70 € de plus par jour pour s'alimenter. Bon, aujourd'hui, on va dire on est peut-être à 2 €. Donc la conclusion, c'est que peut-être qu'on rémunère mieux les paysans, hein, ou peut-être il y en a qui se prennent plus de marge. Difficile à calculer, ça. Mais en tout cas, forcément, une alimentation de qualité coûtera certainement plus cher. Alors après, il y a des solutions à ça. Alors, il y en a 2 €. C'est quand même pas un problème pour payer 2 € de plus par jour. Hein. Ceux qui gagnent, quand même 70% des Français, je pense qu'ils peuvent mettre dans la balance autre chose. Après, il y a quand même ceux qui comptent en euros. Ceux-là, c'est compliqué. Donc là, il faut qu'on ait des politiques publiques. Et puis aussi, il faut mieux favoriser ces productions-là et plus taxer ceux qui polluent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tous. Donc Philippe Berthélemy, gastro-entérologue hospitalier. Donc là aujourd'hui je vais parler de prévention. Dans mon métier, c'est plutôt le curatif. Et s'il pouvait y avoir un petit peu moins de choses à guérir et un peu plus de prévention. Donc ce que je vais vous présenter, ça s'inscrit dans une stratégie santé qu'on appelle One Health. One Health, c'est-à-dire la santé des hommes, la santé des animaux, la santé de la planète. Et maintenant, on a assez de connaissances scientifiques pour faire des propositions qui respectent ces 3 données. Et on ne peut pas être en bonne santé si la planète n'est pas en bonne santé. Donc ça, maintenant, c'est des choses qui, petit à petit, entrent dans nos têtes. Donc, on va parler un peu de la malbouffe et faire honneur à Deroné, notre surfeur de Biarritz. Et ces 2 événements qui nous ont fait rentrer dans la culture de la malbouffe, comme par hasard, ils sont contemporains du rapport Meadows. Hein. Donc c'est une période de prise de conscience. Malheureusement, pour ce qui est de la santé, eh bien, ils avaient franchement raison. Et on va de catastrophe en catastrophe sur le plan de la façon dont on s'alimente. Donc je ne reparlerai pas trop de tout ce qui vient d'être dit. Je fais référence à cet auteur qui dit les choses mieux que moi. Donc moi, je suis un diffuseur d'informations, je retransmets ce que disent les autres. Et donc, en prônant le pasteurisé, le stérilisé, le chloré, voire l'artificiel, The American Way of Life appauvrit considérablement le monde microbien, le nôtre, avec lequel on vit depuis des centaines de milliers d'années, et il anéantit la biodiversité microbienne de nos intestins après avoir saccagé la biodiversité de leur biotope. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes porteurs d'une biodiversité en nous, nous sommes moitié humains, moitié microbes, et ces microbes, on voit que avec le temps, depuis 50 ans, avec cette nouvelle alimentation, on est en train d'appauvrir considérablement notre microbiote, et dans cet appauvrissement, on perd en fait des gènes. Et on nous parle beaucoup d'humanité augmentée, mais je peux vous dire que ce n'est pas ça l'humanité augmentée. L'humanité augmentée, c'est celle qui serait capable de garder un microbiote diversifié. Hein. Donc voilà, il y a toute une réécriture à faire. On a les données scientifiques aujourd'hui pour le faire. Et donc, allons chercher dans l'alimentation ce qui va nous permettre de maintenir un microbiote diversifié. Et donc, comme vous en doutez, les microbes, ça n'aime pas beaucoup les biocides. Donc, dans biocide, vous mettez tout ce qui se termine par cide et qui tue. Un fongicide, etc. etc. Hein, donc. Et ça a été bien démontré. Donc là, je ne rentre pas dans les détails des études, mais juste pour vous dire que sont accessibles les études scientifiques. Vous avez maintenant accès, grâce à Internet, aux études. Donc ça, c'est 2024, je crois. Hein, ouais. Non, 2021, pardon. Et ils ont récapitulé tous les effets toxiques qu'avaient les produits que l'on trouve à l'état de résidus dans notre alimentation sur le microbiote. Alors maintenant, on comprend comment
les maladies chroniques dont on vient de parler, obésité, cancer, maladie cardiovasculaire, comment elles augmentent si vite. On parlait d'une augmentation épidémique. C'est bizarre parce que qui dit épidémie dit infection. Alors ce n'est pas une épidémie infectieuse, c'est plutôt une épidémie parce que le microbiote est touché. Et donc, qu'est-ce qui favorise les maladies? On savait qu'il y avait des facteurs de terrain, des facteurs qu'on portait en nous, nos gènes, les facteurs épigénétiques, etc. Et puis on savait qu'il y avait des facteurs environnementaux qui étaient impliqués dans l'apparition des maladies. Eh bien, en fait, tous ces paramètres jouent sur l'interface entre nous, individus humains, et nous, individus microbiotes. Ça se joue sur cette interface. Énormément des produits qui nous agressent jouent sur cette interface et créent ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade. C'est-à-dire que quand notre microbiote va mal, il y a en nous une inflammation. Alors l'inflammation, si vous voulez savoir ce que c'est, vous vous frottez un peu, ça devient tout rouge. C'est une inflammation très sommaire, ça. Mais imaginez qu'on a une inflammation en nous en continu parce que notre microbiote va mal, et parce que notre intestin va mal, et parce que notre système immunitaire va mal. Eh bien, c'est ça qui est à l'origine donc, de toutes les maladies chroniques aujourd'hui. Et il y a une effloraison à flot continu de publications qui démontrent le lien entre perturbation du microbiote et les maladies chroniques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour soigner ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en rajoute. Et on mange de plus en plus d'aliments ultra transformés. Donc, je vais vous parler maintenant des aliments ultra transformés, parce que c'est on va dire, c'est un des deux, avec le microbiote, les deux choses qui nous font le plus avancer intellectuellement en ce moment. Et ça rejoindra bien sûr tout ce qu'on vient de dire. Donc, qu'est-ce qui, dans les aliments industriels, pose problème? Eh bien, ce n'est pas tellement leur composition. On avait l'habitude de dire trop sucré, trop gras, trop salé. C'est plus compliqué que ça. C'est le processus même de la transformation. Alors, l'origine de ça, c'est une étude des Brésiliens qui s'étaient aperçus, c'était bizarre, que c'est ceux qui consommaient le plus de sucre en poudre qui étaient en meilleure santé. Alors, ils ne comprenaient pas parce que ce n'était pas logique. On disait trop sucré, etc. Et en fait, ceux qui achetaient du sucre en poudre, c'est ceux qui cuisinaient. Et on rejoint ce que tu viens de dire sur le fait que quand on cuisine, voilà. Donc quand on cuisine, on est en meilleure santé. Et donc ils sont partis de ça pour faire une classification des aliments en quatre groupes. Donc je vais passer très vite sur ça parce qu'en fait on ne s'en sert pas beaucoup au quotidien. Donc vous avez une classification qu'ont fait ces Brésiliens, puis vous avez une deuxième classification sur les aliments ultra transformés. Je passe très vite là-dessus parce que ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ces scores ne sont pas les mêmes que le Nutri-Score et tous ces scores dont on a entendu parler, qui sont sur le quantitatif, c'est-à-dire quantifier les graisses, quantifier les sucres. Là, on est sur des scores qui analysent la texture de l'aliment. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est le process industriel? C'est-à-dire qu'on va exploser les molécules pour en faire des aliments qui sont conservables à l'infini, qu'on puisse faire à travers le monde, qu'on puisse faire de façon hyper standardisée, toujours pareil, etc. Donc extrêmement rentable économiquement. Et avec, par exemple, du blé, du maïs, tout ça, vous allez produire une trentaine, une cinquantaine de produits de base, sirop de glucose, dextrose, machin, etc., que vous allez recombiner avec cette magnifique invention qui s'appelle l'extrudeuse. Donc l'extrudeuse, c'est la cocotte minute de l'industriel. Donc vous allez faire rentrer avec des microgrammages super précis à tel moment, telle température, ceci, cela. Donc vous développez un process de conception du Mr Munch par exemple, ou du Springle, voyez. Et une fois que c'est établi, alors là vous y allez. Et les produits que vous faites rentrer, ils coûtent pas cher du tout. Ils coûtent beaucoup moins cher que par exemple du sucre en poudre. Le sirop de glucose qui est fait avec du maïs, ça coûte 10 fois moins cher que du sucre en poudre. Donc, en fait, le maïs qu'on surproduit et qu'on exporte, eh bien, il sert à faire ces produits-là. Et donc, c'est extrêmement rentable. Donc, l'extrudeuse, c'est la machine qui fabrique ces produits à très haute température, etc. Ça sert aussi à faire les croquettes de chien. Donc, dès que vous voyez un aliment qui pourrait éventuellement, vous dites, voilà, ça, c'est un aliment ultra transformé.
Alors vous pouvez acheter une extrudeuse si vous voulez, moi j'ai pas... Et alors, il y a extrudeuse et il y a les MUT. MUT, les MUT, c'est les marqueurs d'ultra-transformation, qu'on appelle aussi les cosmétiques. Donc, quand vous voyez que c'est des cosmétiques, de suite, vous devez savoir faire tilt. Alors, qu'est-ce qui est cosmétique? C'est la couleur, c'est le goût, les exhausteurs de goût, la texture. Dès que vous mangez un truc qui a une texture, vous dites, il doit y avoir. Par exemple, vous achetez des madeleines de chez... Vous déchirez le petit sachet, ça fond en bouche de façon incroyable. Ça fait 6 mois que c'est dans votre placard. Alors que si vous vous faites une madeleine et que vous la mangez 6 mois plus tard, voilà, eh bien c'est parce qu'on a mis des cosmétiques de manière à ce qu'on ait cette souplesse en bouche extraordinaire. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez que finalement, reconnaître un aliment ultra transformé, il n'y a pas besoin des classifications. Ça se lit à la notice de suite. Vous voyez, plus il y a de produits, plus c'est transformé. Voilà. Donc, toute l'industrie, on va dire, globalement, est partie à fond là-dedans. Aux États-Unis, c'est plus de 80%. Et on considère qu'au-dessus de 15%, c'est vraiment pas bon pour la santé. Vous voyez ? Donc, voilà. Et il n'y a plus de cuisine, comme je viens de dire. Donc, ça pose... Voilà. Alors... On peut dire ? Oui. Oui, c'est ça. Alors, une étude qui explique que malheureusement, on va avoir beaucoup de mal à lutter contre ça. C'est qu'il s'est créé un consortium au niveau mondial pour aller vers les aliments ultra transformés. Et des chercheurs, 2024, vous voyez, ont colligé tous les liens qu'il y avait entre les acteurs qui défendaient les aliments ultra transformés. Et ils ont réussi à faire cette magnifique petite chose qui est un réseau inextricable de liens pour lutter contre la santé publique, pour lutter contre le fait que nous, on voudrait qu'il y ait moins d'AUT. Eux, ils ont vraiment décidé qu'on n'était pas parti pour. Et donc, parmi les noms, vous reconnaissez Unilever, Mars, Kellogg, etc., Bayer. Hein. Donc, tout ça, ça se tient pour que rien ne change et rien ne bouge. Hein, voilà. Et donc, pour défendre après, derrière, ils ont des systèmes extrêmement puissants que vous connaissez, donc je vais passer rapidement. Donc, nous, on défend la recherche. Une fois que la recherche a mis au point de connaissances, ces connaissances elles vont servir à faire des propositions auprès des élus. Hein. Donc, décisions politiques, mesures d'application. Et en face, vous avez toute la méthode pour démonter ça. Le conflit d'intérêts. Donc, vous avez beaucoup de chercheurs qui ne peuvent plus faire de la recherche librement. Hein. Ensuite, ils ont besoin des aides financières pour faire leurs études. Ensuite, dès que des connaissances sont faites, immédiatement, on jette le doute dessus. Dès qu'il y a des propositions scientifiques, on va pointer du doigt ce type-là, vous êtes vraiment sûr que vous pouvez l'écouter, vous savez ce qu'il a fait, etc. Enfin bref, des chercheurs de haut niveau ont été cassés psychologiquement, enfin c'est très très dur. Ensuite, une fois qu'ils ont passé le stade d'au-dessus, on va faire des pressions pour que les décisions politiques ne soient pas applicables, enfin, tout ça vous connaissez. Et puis bien sûr, après, très vite, on met en retard, etc. Donc ça va être très très dur de lutter contre, et pourtant il falloir résister. Je prends un exemple, un gros travail de nutritionnistes, de scientifiques de haut niveau ont monté un concept qui s'appelle Eat Lancet, qui décrit un modèle d'alimentation qui serait viable pour la planète, viable pour les humains, jusqu'à 10 milliards d'habitants à peu près, et qui donc serait viable. Eh bien, immédiatement, dans la semaine qui suit, vous avez des publications qui disent que science douteuse et irresponsable. Voyez, de suite, on décrédibilise sans même prendre le temps d'approfondir, d'aller chercher. Voilà. Alors, comment ne pas manger d'aliments ultra transformés ? C'est un peu plus complexe qu'on ne croit. Alors, la règle des 3 V. Premier V, donc ça, c'est les travaux d'Anthony Fardet qui propose une règle des 3 V. Premier V, des aliments vrais. Deuxième niveau, plus végétal. Il faut aller jusqu'à 85% idéalement d'aliments végétaux. Troisièmement, varié. Et pourquoi on commence par le vrai ? Je vous ai mis un magnifique burger vegan qui est un aliment ultra transformé. Hein. Donc, on a utilisé des processus industriels. C'est vegan, mais c'est... alors, j'ai rien contre les véganes, c'est pas ce que je veux dire. Mais on peut très bien avoir une alimentation de très mauvaise qualité en ayant le sentiment d'acheter des bons produits. Voyez ? Donc voilà. Et ces produits-là sont... Pardon, attendez.
Zut, bon, j'ai un petit problème sur ma diapo. Oui, ça ne me retransmet pas les... C'est pas grave. Donc, vous pouvez avoir un aliment qui est très bien noté chez Nutri-Score, mais qui est fait d'aliments ultra transformés. Hein, d'accord? Donc, attention, c'est pas parce que c'est marqué bio sur l'emballage que c'est un produit qui est bon pour la santé. C'est pas du vrai, c'est pas du fait maison. Ça veut pas dire qu'il faut faire que du fait maison, mais enfin quand même, on va privilégier le fait maison. Alors, vous avez donc ce petit livre d'Anthony Fardet, hein, qui est tout simple, très, très bien conçu. Alors maintenant, quelques petits conseils très rapidement. Donc, je vous ai dit, notre microbiote, il a besoin de manger. Imaginez un aliment ultra transformé. Une fois, par les processus industriels qu'on a développés, tout va être assimilé extrêmement vite. Ça fait des bombes caloriques pour le haut de votre intestin. Donc, assimilation instantanée des nutriments. Et puis après, à fur et à mesure que les aliments descendent, il n'y a plus rien. Et vous avez les bactéries du côlon, elles n'ont rien à bouffer. Et elles vous le disent. Elles vous le disent en générant justement ce fameux déséquilibre inflammatoire. Donc, il faut leur donner à bouffer. Pensez, je me nourris moi, ça c'est l'aspect culturel, et je nourris mes bactéries. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir ces bactéries? Il faut faire une gymnastique supplémentaire. Et bien, donc, voilà, passer à la fibre. Bon, je fais du jeu de mots un peu vaseux, excusez-moi. De la fibre, on est tous en déficit de fibre. De la fibre, de la fibre, de la fibre. Il faut manger des végétaux. Ensuite, les bactéries intestinales adorent les légumineuses. Et les légumineuses, en plus, c'est bon pour la planète, puisque ça fixe l'azote dans le sol. Donc c'est un aliment qui a que des qualités. Il faut manger des légumineuses. Donc il faut réinventer des recettes. Il faut aller retrouver tout un tas de façons de manger les légumineuses. Ensuite, on a cité le régime crétois tout à l'heure. Hein, ce régime crétois, il faut se l'approprier avec les produits locaux. Donc à vous de trouver des façons pour avoir une composition alimentaire la plus proche du régime crétois sur la base des produits d'ici. Et c'est pas difficile. Il y a tout ce qu'il faut. On est vraiment dans un pays béni ici. Hein. Voilà. Alors, dernière chose, ce qui est assez paradoxal, c'est finalement les aliments ultra transformés sont l'antithèse totale des aliments fermentés. Et je dis ça parce qu'on va parler du lait maintenant. Et donc, on va parler du lait cru, on va parler du fromage au lait cru. Et donc, si vous prenez point par point, les aliments ultra transformés, ils sont récents, ils ont une 50aine d'années. Nous mangeons fermenté depuis le Paléolithique. C'est extrêmement ancien. Hein? Imaginez par exemple que un bout de miel est tombé dans de l'eau. Vous passez quelques temps après, vous trouvez ça, vous buvez ça. Vous avez de l'hydromel, la boisson des dieux. Donc ça vous prend la tête. Ça vous rend zinzin, vous passez un super moment et vous avez inventé un produit transformé. Hein. Donc c'est très 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 ancien et c'est la boisson des dieux dans toutes les civilisations. Hein. Donc ça nous habite depuis la nuit des temps et notre microbiote est habitué à ça. Hein. Donc deuxième opposition, je vous l'ai dit, les aliments transformés, ça bousille le microbiote, alors qu'au contraire les aliments fermentés l'enrichissent. One Health ou pas. Alors on croit que les aliments ultra transformés sont pas chers, mais vous les payez 3 fois. Vous les payez en aide, donc la PAC par exemple, etc. Vous les payez donc en achetant, et puis après vous le repayez par la Sécu, puisque en fait, voilà, donc c'est en fait une fausse économie totale. Ensuite, c'est inducteur de gaspillage. C'est bien sûr les AUT se conservent, mais à quel prix, hein, donc c'est pas une bonne solution. Ils ont parcouru des kilomètres, en moyenne 2000 km avant d'arriver dans notre assiette. Hein. Et puis, donc, ils sont performants, certes, mais ils ne sont pas robustes. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous conseille la lecture de ce petit livre pour 3,90 €, pardon. Donc ça, c'est Olivier Amand qui a fait tout un travail de réflexion sur l'opposition entre la robustesse du vivant, qui s'adapte en s'appuyant sur ses points faibles par rapport à la performance qui est hyper segmentée, mais
et qui s'appuie sur ses points forts, mais qui se casse la gueule quand ça chahute. Voilà, donc je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage. Si jamais vous ne savez pas qui inviter l'année prochaine, c'est un ingénieur agronome, hein, et c'est quelqu'un qui est très brillant dans ses communications, donc vous aurez quelqu'un qui vous fait réfléchir. Et autre proposition que je vous fais, comment entrer en action? Eh bien, vous avez une étude qui commence là en ce moment, qui est une étude participative. Donc vous vous inscrivez, vous donnez tout un tas de données personnelles, c'est anonyme, et on va vous envoyer de quoi? Envoyer un petit échantillon de vos bactéries intestinales. Il y a une analyse qui va rentrer dans cette banque de données, et à travers cette grande étude de cohorte qui va durer très longtemps, comme l'étude Nutrinet dont on parlait tout à l'heure, on va pouvoir avoir un haut niveau de preuve maintenant pour pouvoir dire qu'est-ce qui, dans notre alimentation, perturbe le microbiote, et par la même occasion, qu'est-ce qui fait qu'on a telle ou telle maladie en relation avec ce qu'on a mangé. Voilà. Merci de votre écoute. Bien, bonjour à tous. Je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas parler de manière aussi docte que nos deux intervenants, mais par contre, on travaille avec des scientifiques. Donc moi, je m'occupe d'une fondation qui s'appelle la Fondation pour la biodiversité fromagère. On va passer la deuxième slide. Ah, tu peux les mettre en page unique. Ouais, pardon. C'est ça. C'est pas ça, je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà, parfait. Et donc cette fondation, elle a été créée pour que l'histoire de ces fromages au lait cru continue. Alors pourquoi l'histoire ne continuerait pas? On l'a un petit peu évoqué, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Hein. Il y a une pyramide des âges qui est très, très défavorable. Actuellement, il y a pratiquement un agriculteur sur deux qui part à la retraite, et notamment dans l'élevage laitier, et avec des problèmes de succession. Les nouvelles générations ne veulent pas travailler 3000 heures comme par an. Il y a ce chiffre qui est sorti il y a très peu de temps. Là. Un éleveur laitier travaille entre 2400 et 3000 heures. Quelqu'un qui travaille 35 heures travaille 1600 heures par an. Voilà. Ça donne tout de suite un petit repère. Et donc les nouvelles générations n'entendent pas travailler comme le font leurs aînés. Donc on a une problématique de ce côté-là. Ensuite, on a une problématique sur le statut souvent qui entoure ces fromages au lait cru, donc ces microbes, le statut de produits un petit peu à risque. Hein, vous entendez, dès qu'il se passe quelque chose sur les fromages, on le sait aussitôt, alors que quand on regarde un petit peu les toxines infections alimentaires, on est à 3% des alertes, très loin derrière les végétaux, très loin derrière les steaks hachés, très loin derrière les produits carnés, et également les produits de la mer, mais il y a une focalisation particulière sur le fromage, le lait maternel, le lait pur, le lait immaculé, dont on n'admet pas symboliquement, bien sûr, qu'ils puissent transmettre des pathogènes. Et puis, on a un autre problème également, et là, on va retomber sur tout ce qui vient d'être dit ici, c'est que ce lait, il est de plus en plus pauvre. Ce lait qui, normalement, s'ensemence à travers tous les microbes qu'il y a dans l'environnement. Les animaux passent pas mal de temps à l'extérieur, se couchent sur le sol, etc. Donc leurs trayons s'ensemencent avec toute une microflore indigène qui est là, qui est autochtone, qui est spécifique des endroits où on se trouve. Et bien ces laits sont de plus en plus pauvres parce qu'on a des procédures de plus en plus draconiennes, de plus en plus sanitaristes au niveau du processus de traite. Donc on ne laisse plus le lait s'ensemencer, on désinfecte les trayons avant, pendant, après, ça rentre dans des tuyaux, etc. Et le lait qui est dans la mamelle, il est stérile en fait. Donc le lait cru, c'est un lait qui s'ensemence avec tous ces micro-organismes indigènes. Et le fromage... Et le fromage, je vais aller un petit peu plus loin, eh ben c'est dans la diète alimentaire des Français, c'est la première source de micro-organismes. Vous voyez, quand vous ingérez 1 gramme de fromage, vous ingérez 1 milliard de micro-organismes. Des bactéries, des levures, des moisissures. Dans les fromages au lait cru. Dans les fromages au lait cru. Avec, vous voyez, des nombres d'espèces très très importantes qu'on peut trouver. Donc là, on parle d'espèces microbiennes, on ne parle même pas de souches, hein, donc c'est considérable. Et donc, on mange 26 kg de fromage par an, par habitant en France,
Et donc, à chaque fois, vous faites la multiplication, ça fait quelques milliards de micro-organismes que vous ingérez. Sauf qu'actuellement, on considère qu'un lait cru sur 2 est pratiquement, on dit paucimicrobien, très pauvre en microbes, est pratiquement proche des niveaux de lait pasteurisé. Donc quand la matière première s'appauvrit, fatalement, les produits ont peut-être un peu moins de goût, un petit peu moins de typicité, et puis, voilà, ne vont pas avoir les mêmes promesses, en tout cas organoleptiques. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup de parler de santé. Donc l'un des premiers chantiers qu'on a lancé sur cette fondation, c'est un livre blanc sur les bénéfices-risques de la consommation de fromage. On vient de le présenter à l'Académie de médecine là, il y a quelques jours, il y a 3 semaines, et qui, en partant d'une analyse bibliographique de tout ce qui s'est écrit dans toute la littérature scientifique internationale, française et internationale, sur les bénéfices et les risques de cette consommation de fromage avec le prisme de la biodiversité microbienne. Et puis on s'est aperçu que finalement il y avait très peu d'études qui avaient été menées sur tout ça. Très très peu d'études, parce que ça n'a pas été un sujet, parce qu'il n'y a pas eu les financements. Et donc on en tire quand même un certain nombre d'indications dont je vais vous parler. La première, donc on a beaucoup parlé du mot microbiote intestinal. Donc les fromages contribuent grandement à ce microbiote intestinal, et on a parlé de dysbiose tout à l'heure. Tous les désordres qui affectent ce microbiote intestinal se traduisent par l'explosion de ces maladies de la modernité. On estime que le microbiote, il y a différentes estimations, que le microbiote de nous contemporain, il a baissé de 40%, 50% en termes de microbiodiversité par rapport à cette grande révolution agroalimentaire qui date de l'après-guerre, grosso modo. Hein, la pasteurisation, la stérilisation, etc. Tout ce qui a été dit là lors des précédentes interventions. Donc, on a un microbiote qui est beaucoup moins résistant, et moins on va s'exposer à toutes ces microbes, et bien plus le monde extérieur va devenir périlleux pour nous. Alors, il y a une étude il y a une cohorte qui a été faite il y a quelques années, qui a été faite qui est toujours en cours, hein, qui a commencé il y a 20 ans, qui a été menée donc, dans 5 pays européens, qui s'appelle l'étude Pasture, qui a été menée dans 5 pays européens où on a étudié des enfants, alors ça a commencé dans le ventre de leur mère, des enfants qui vivaient à la ferme, et puis des enfants qui vivaient dans le village à côté, mais pas à la ferme. Et pour voir quels étaient les effets sur tout ce qui était maladie atopique, allergie. Et on s'aperçoit que les premiers avaient moins de chances, moins de risques de développer des maladies atopiques, des allergies plus tard. Vous voyez, on réduit de 30% le risque d'infection respiratoire au cours de la première année. Donc ça, c'est la première étude qui a ouvert les yeux un petit peu de la communauté scientifique sur l'importance de cette microbiodiversité des fromages. Et maintenant, l'enjeu, et ce livre blanc essaye de procéder à tout ça. Le gros enjeu, et là on vient de parler on a parlé avec Philippe juste avant, cette cohorte tout à fait intéressante, là, comment vous l'appelez, French Gut, voilà. Donc on va essayer de faire rentrer dans cette cohorte. On a une population qui est très intéressante pour nous, c'est les crémiers fromagers. Parce que les crémiers fromagers, ils mangent du fromage tous les jours. Ils mangent plutôt des fromages au lait cru. Ils sont même capables d'estimer combien ils mangent, pas au gramme près, mais pas loin. Voilà. Donc on va les faire rentrer dans cette cohorte pour voir un petit peu si le fait de manger des fromages très régulièrement améliore leur microbiote et dans quelle mesure contribue ou pas à l'apparition de maladies. Pardon. Alors il y a un autre enseignement intéressant de ce livre blanc, c'est une remise en cause du statut de la matière grasse laitière. Vous êtes tous persuadés que quand vous mangez du fromage, c'est pas bon pour le cholestérol, c'est pas bon pour vos artères. Ça, c'est dans la tête d'absolument tout le monde. Or, les études scientifiques menées depuis une dizaine d'années nous disent que non, que c'est pas un facteur aggravant, voire même que ça peut être un facteur en raison de la spécificité de la matrice laitière, de ces globules gras des fromages, pourrait même avoir un effet protecteur. Voilà. Donc ça, c'est une grande révolution parce que le Nutri-Score, dont on a parlé, Nutri-Score, il stigmatise beaucoup les fromages sur le sel et puis la matière grasse. Donc là, il y a peut-être des choses à revoir à terme. Et puis le Nutri-Score, il ne prend pas du tout en compte cette microbiodiversité. Qu'un aliment soit stérile ou très riche microbiennement, ce n'est pas son sujet.
Alors un petit graphique qui résume ce qu'ont dit nos intervenants. Hein, alors il faudrait le mettre à jour, il va des années 50 aux années 2000. À gauche, les maladies infectieuses. Allez, on les a vaincus. Il y a des antibiorésistances, on repart de fièvre catarrhale, on parle de différentes choses, de brucellose, etc. Mais grosso modo, on a évité beaucoup de victimes, les vaccins, les mesures d'hygiène, etc. Rien à dire. Sauf qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin. On est descendu trop bas, en affaiblissant notre microbiote. Et notre microbiote, Philippe l'a dit, les deux Philippe, pardon. Notre microbiote, donc, on voit qu'il y a des maladies. Alors, il y a les maladies atopiques, les allergies, etc., mais des maladies graves, hein, le diabète, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn. On pense maintenant que les maladies de la dégénérescence nerveuse peuvent avoir également des origines dans l'affaiblissement de ce microbiote. Et donc, il y a trois facteurs majeurs qui expliquent ces évolutions. Vous l'avez dit, Philippe, c'est tout ce qui est le fait que notre alimentation soit ultra transformée. Hein. Donc ça, c'est un facteur. Ensuite, il y a le facteur pollution. Toutes les cochonneries qui rentrent dans notre alimentation, les pesticides, etc. Et puis, le fait que notre microbiote intestinal s'affaiblit. Voilà, donc ça, c'est effectivement, on peut parler d'épidémie. Je crois qu'il y a un Européen sur 4 désormais qui est atteint de ces maladies dites de la modernité. Donc ce n'est pas simplement une question scientifique, bien sûr, mais c'est une question de modèle alimentaire qu'on veut. Est-ce qu'on va vers une alimentation stérile, de plus en plus vide, de plus en plus ultra transformée? Et il y aura toujours un modèle alimentaire et des fournisseurs, etc., pour nous expliquer, comme on nous a expliqué que le lait maternel, on avait beaucoup mieux à vous proposer, voilà, pour enrichir les aliments, les aliments plus, sans, etc. Ou bien est-ce qu'on revient à ces aliments qui sont tolérés depuis des milliers d'années, qui sont ces aliments de la naturalité? Alors, les aliments fermentés, le fromage, vous avez compris, a une capacité particulière à les transmettre, mais il y a plein d'autres produits qui sont des produits de la fermentation. Et donc, c'est ça qu'il faut remettre sur le devant de la scène, en se disant que sur les aliments fermentés, comme tous les aliments, il n'y a pas de risque zéro. Le microbe, il y a plein de bienfaits, mais il y a des pathogènes également, il ne faut surtout pas le nier. Mais que, quand on regarde cette balance, le graphique avant, on voit bien que toutes ces maladies de la modernité, elles ont un coût financier, et puis elles ont un coût humain, bien sûr, énorme. Alors, il y a des méthodes maintenant qui vont peut-être nous permettre de travailler dessus. On essaye de pousser ça au niveau de l'ANSES, qui surveille le risque alimentaire. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Daly, notamment, qui permettent de mesurer le nombre d'années en bonne santé ou en mauvaise santé, gagnées ou perdues, selon un régime alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est des voies pour plus tard, pour vraiment que la balance bénéfice-risque, on la comprenne bien, que ça soit évident pour tout le monde, et que ce ne soit pas simplement une discussion de scientifiques, parce que les autorités sanitaires ont des attitudes, une religion différente selon plein d'aliments. Il y a plein d'aliments selon des risques. Il y a plein de risques qu'on nous laisse prendre sans difficulté, parce qu'on estime que voilà, c'est comme ça. Donc on vaccine, par exemple, toute une population, alors qu'on sait qu'il va y avoir des victimes, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas tolérer des vaccins, etc. Mais pour protéger le plus grand nombre, on va accepter qu'il y ait des victimes. Les fromages, il y a très peu il y a vraiment des cas très graves, c'est rarissime, mais en même temps, on interdit aux enfants de consommer des fromages au lait cru dans les cantines scolaires. Alors c'est embêtant parce que les 5-6 premières années de vie, c'est là où on se forge nos habitudes alimentaires. Donc si on n'habitue pas un gamin à manger des produits fermentés précocement, ce sera plus difficile après de l'orienter vers cette consommation-là. Et en plus, et là je parle sur le contrôle de nos scientifiques, le microbiote intestinal, il se forge surtout sur les premières années de vie aussi, les 5-6 premières années de vie. Ça commence dans le ventre de la maman, à travers l'alimentation de la maman. Et puis, il y a un socle qui se forme. Si ensuite on fait des transplantations, les transplantations vont avoir un effet pendant cette période, on fait des transplantations, puis après, on revient, si j'ai bien compris, au microbiote initial. Voilà. Donc c'est une période super importante, et donc on aimerait que les scientifiques, les autorités sanitaires plus exactement, prennent en compte ces réalités-là. Hein, alors je pense que maintenant les médecins commencent à être un petit peu plus que sensibilisés à ça. Voilà, il y a donc un travail d'influence à faire pour que ce risque ne soit pas aussi surexposé et aussi sanctionné.
Il faut que j'arrête. Alors, tout ça, c'est scientifique. Donc, on est en train de travailler sur des affiches qui vont expliquer tout ça de manière très simple aux consommateurs et qui seront diffusées dans les points de vente, les crèmeries, fromageries, et puis tous les producteurs de fromage, les boutiques à la ferme, les boutiques d'usines, etc., qui le souhaiteront, pour communiquer sur... parce qu'il y a beaucoup de questions des consommateurs dans les points de vente. Et le statut des fromages au lait cru étant un petit peu particulier. Voilà. Donc ça, vous le verrez peut-être ça apparaître prochainement chez votre détaillant favori. Voilà. Merci. Merci messieurs, c'était très intéressant. Donc, je pense qu'on lance un peu plus sur l'effet de notre alimentation, notamment sur le microbiote et donc les effets de manger des aliments fermentés notamment, mais aussi je pense que vous nous avez fait bien comprendre que c'est une vision globale que le consommateur doit avoir depuis le système de production jusqu'à sa transformation et sa consommation, et puis être vigilant aussi au niveau des indications Nutri-Score et autres renseignements qui apparaissent sur les aliments pour se poser des questions. Finalement, je crois que c'est un peu le résumé. Il faut vraiment se poser des questions sur ce qu'on consomme. Pour finir cette conférence, peut-être recueillir des questions du public. Je pense qu'il doit y en avoir. Alors, moi, j'ai vécu tout ça. Je partage tout à fait votre avis, là. J'ai fait de la recherche appliquée sur les monogastriques. Alors, on testait les rations en base de maïs pour valoriser le maïs, etc. Et à l'époque, on mettait des antibiotiques dans l'alimentation pour préserver les phénomènes de pneumonie. Pourquoi? Pour ce fameux gain moyen quotidien, le GMQ, etc. Et il faut savoir que quand vous mangez de la viande hors sol, poulet, porc charcutier ou veau en batterie, vous mangez des antibiotiques. Quand vous êtes malade, vous allez chez le docteur, il vous met d'autres antibiotiques. D'où la tête et microbiote après, de la flore intestinale. Il y a une étude qui a été faite récemment avec des peuplades d'Afrique qui mangeaient végétarien. C'est certainement au courant, il y avait un microbiote beaucoup plus intéressant que le nôtre. D'où maladies, allergies, tout ça. Ensuite, j'ai financé l'agriculture dans le Nord-Béarn, producteur de Bonduel, haricots verts. Aucun agriculteur ne mangeait des légumes qu'ils produisaient. Ils avaient tous un jardin bio. Quand vous faites un prêt, vous avez une assurance décès invalidité. C'est des choses factuelles que je vous dis, il y a 25 ans. Et mes conseillers agri viennent un jour me voir, ils me disent il y a un problème. On fait beaucoup de prises en charge invalidité, cancer, Parkinson, Alzheimer. J'appelle mon collègue qui était au collège salarié de la MSA. Quand vous êtes à la MSA, il y a des collèges. Il était dans le collège salarié. Je lui dis, écoute, il y a un problème qui est important, il y a beaucoup de gens qui sont malades, des agriculteurs ont fait que des prises en charge. Il me rappelle 3 semaines après, il me dit c'est l'hécatombe, seulement c'est l'omerta à la MSA. On ne dit pas quels sont les gens qui sont malades et ceux qui ont comme maladie. Pourquoi? C'est un problème politique, c'est chapeauté par la Fédération des syndicats agricoles, qui ont une main mise partout, MSA, coopérative, même les banques, avec interdiction de communiquer là-dessus pour avoir une image blanchie, quoi, etc. Mon père, qui a participé à la révolution du maïs semence, avait Parkinson, parce que sa cuve, il regardait si la cuve était remplie, il ne portait pas de masque à l'époque, etc. Moi, j'ai discuté avec un producteur de lait, il y a 10 ans. Il me disait, si jamais une association de consommateurs tombe là-dessus, on est mort. Quand le lait part du pied de sa vache, il arrive à l'usine de Lons, alors il a visité. Il me dit, le lait est disséqué. On sort les produits nobles du lait, acides aminés et tout ça, qui sont valorisés, qui vendent à des laboratoires pour faire du fric. Et ce lait est reconstitué. Donc le lait que vous achetez, c'est pas du lait qui sort du pied de la vache. Il faut le savoir, ça. Moi, je suis agriculteur bio, je passe à l'environnement le plus élevé, au niveau le plus élevé. C'est-à-dire que j'ai ramassé mon tournesol. Une semaine avant, j'ai récolté 5 kilos de récolte que j'ai envoyé en laboratoire qui a validé qu'il n'y avait pas de saleté. Pesticides, fongicides, herbicides. J'ai vendu à mon acheteur qui va recommencer à faire une vérification là-dessus. On va comparer les deux analyses. Si c'est validé,
alimentation humaine. Autrement, ça part alimentation animale. L'agriculture bio, aujourd'hui, elle est contrôlée par des organismes certificateurs. Bio et local, surtout là, vous pouvez acheter les yeux fermés. Le reste ne veut rien dire. Je n'ai rien contre mon collègue qui défend l'agriculture paysanne, les labels rouges, les OGM, les garanties sans OGM, etc. Ce n'est pas contrôlé, ça ne veut rien dire. Moi, le contrôle, c'est la comptabilité factuelle, toutes les écritures, et des contrôles inopinés. Le mec, il arrive un jour, toc, 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 il passe partout. Voilà, c'est ça l'agriculture contrôlée, avec les analyses en amont, etc. Pourquoi le bio est plus cher? Pour différentes raisons. Quand vous faites du bio, vous prenez beaucoup plus de risques. Exemple, moi j'ai fait du soja une année. Mon collègue en conventionnel a fait du soja. Attaque de punaise sur les 2 parcelles. Lui, il a attelé son pulvérisateur derrière le tracteur, il a mis un pesticide et il a pu récolter le soja. Moi, j'ai attelé le broyeur pour détruire la récolte. C'est ça la différence. Et deuxièmement, quand vous faites du bio, vous devez être suréquipé. Vous ne pouvez pas travailler en CUMA, coopérative d'utilisation du matériel agricole. Vous ne pouvez pas mutualiser les charges. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'outil à l'instant T, vous êtes mort. Exemple, si vous n'avez pas la bineuse et la hercétrie à l'instant T, ou les simeuses, vous êtes cuit. Et là, vous ne pouvez plus gérer l'enherbement. Donc, on fait du préventif, on ne sait pas faire du curatif, c'est interdit. C'est une des raisons pour lesquelles l'agriculture bio est plus chère. Parce qu'il y a beaucoup plus d'investissement humain, parce que moi, je suis tout le temps dans mes champs d'observation, et puis il faut y être, quoi. Quand je bine mon champ de soja au tournesol, j'ai 3,20 mètres de largeur. Quand le gars passe sa pompe à sulfater, au minimum, il a 12 mètres. D'accord? Vous avez compris? Voilà, donc la différence est là. Voilà. Donc l'agriculture bio locale, pour moi, c'est la sécurité. On préserve le produit, on préserve la santé des gens, et on préserve l'environnement. Le reste, ça vaut rien. Voilà. Je vais juste faire un petit commentaire sur ce que vous dites. Je vais vous citer une discussion avec il y a un centre INRA qui se trouve en Poitou-Charentes, qui travaille depuis 50 ans sur l'agroécologie, avec des tas d'agriculteurs. Ils sont 3. Et ils montrent que le résultat d'exploitation des gens qui travaillent comme ça, au-delà de la vertu pour la planète, la qualité des produits, etc., est également une amélioration du résultat d'exploitation des entreprises. C'est très clair. Et tout le monde est conscient de ça. Mais personne ne bouge. Alors il dit pourquoi personne ne bouge? Il dit on a en face de nous, on a un système, on a une centaine de conseillers. Le conseiller bancaire, qui est très intéressé contre s'équipe, le vendeur d'ingrédients, le vendeur d'intrants, le vendeur de détergents. Voilà, il y a tout un système qui fait que les choses ont du mal à bouger, que le changement de paradigme, il est très très difficile, parce qu'il y a toujours la peur de l'inconnu. Voilà. On sait ce qu'on a, et puis on a la peur de l'inconnu est là également. Donc voilà, donc c'est vraiment un combat très très long à mener, et il faut qu'il y ait des gens qui montrent. Je prends l'exemple de la vigne. Quand des gens commencent à faire de la bio dans la vigne, ils étaient ostracisés, totalement ostracisés. C'était des huluberlus, etc. Et puis au fur et à mesure, le vignoble français s'est converti à la bio, peu à peu. Maintenant, je ne sais plus quels sont les taux, mais c'est des taux importants. Donc il faut qu'il y ait des éclaireurs comme ça, qu'on puisse valoriser, et ça c'est mon rôle en termes de médias notamment, qu'on puisse valoriser ça pour montrer à d'autres que c'est des systèmes vertueux et qui fonctionnent, et qui sont réalistes. Ouais. Non, juste pour... les pesticides, il y a une véritable omerta, et c'est vrai que ça va être très compliqué, là. Alors, il y a quand même maintenant, depuis 2 ans, il y a un fonds d'indemnisation des personnes victimes des pesticides, hein. Donc là, en 2022, ils ont dépensé 18 millions d'euros. Je pense que ça va... Mais en fait, c'est pas du tout représentatif de la situation, quoi, parce que pour monter le dossier, il faut passer les omertas. Faut avoir des éléments de preuve, etc. Mais bon, ça donne déjà un indicateur. Et c'est vrai que là, il y a... et puis en plus, les bio, aujourd'hui, ils ont plein de contraintes, ce qui fait d'ailleurs que la surface en bio, pour la première fois, a reculé en 2023 et reculera en 2024, malheureusement. Ils reçoivent les aides à la conversion avec 1 an de retard par rapport aux autres. Enfin bon, il y a plein de... Le dernier truc, c'est qu'il y a un herbicide qui a remplacé le glyphosate, qui est utilisé au moment du semis du blé. Et en fait, si vous récoltez votre appareil de tournesol ou du sarrasin tardivement, en fait, comme c'est un herbicide très volatile, vous pouvez contaminer votre parcelle.
Donc en fait, il y a eu des coopératives bio qui ont dû jeter leur lot parce qu'ils étaient contaminés par un herbicide du conventionnel, quoi. Bon, les conventionnels peuvent être aussi contaminés, mais comme ils ne font pas d'analyse, ils passent à travers, quoi. Voilà. Mais donc tout ça ça va être très difficile en ce moment. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit, c'est on voit très bien qu'il faut avoir une vision très systémique, comme tu as dit. C'est-à-dire que oui, le bio, oui, le local, mais aussi l'ultra transformé. Dans le lait, moi je veux bien consommer du fromage, mais si c'est pour consommer de l'emmental de Normandie qui n'a aucun goût, non. Donc à la fois, il faut quand même qu'on réduise la consommation de produits laitiers, quoi. Le plan national nutrition santé a fait passer dans ses recommandations du PNNS 4 de 3 produits laitiers à 2 par jour, voilà, sur les bases de tous les travaux de l'ANSES. Donc c'est quand même des données scientifiques. Mais les deux, comme on sait que le lait cru, on disait que c'était entre 10 et 15% des produits laitiers, en fait, il faut être capable de favoriser ces produits au lait cru qu'on a notamment dans les AOP ou dans des productions fermières. Sur la viande, éviter consommer des poulets bio ou au moins la belle rouge qui sortent plutôt que des poulets qui sortent pas. Pareil pour les œufs. Pareil, enfin voilà, en fait, c'est tout ça qu'il faut combiner en même temps, quoi. Mais finalement, je pense que l'élément le plus central, c'est vraiment cuisiner. Parce que quand vous cuisinez, ça veut dire déjà vous intéresser à tous les produits, leur origine, aux recettes. Parce que c'est vrai que quand les nutritionnistes ont l'impression que vous n'avez qu'une assiette. En fait, non. Forcément, ils classent les aliments en catégories, donc vous avez l'impression que tout est simplifié. Mais il ne faut surtout pas simplifier notre cuisine. Il y a des spécificités à avoir dans chacune des régions, à ne pas manger pareil au Pays Basque. Ici, on mange un peu de maïs, de farine de maïs. Vous allez ailleurs, elle va rester dans votre frigidaire parce que personne la cuisine, quoi. D'autres questions, peut-être? Je suis persuadé que les politiques, il ne faut rien attendre. Il y a une variable d'ajustement qui peut faire évoluer du jour au lendemain tout ça, c'est le consommateur. C'est tout. Si le consommateur, du jour au lendemain, décide de laisser sur les étals les produits conventionnels qui arrivent de tous les pays du monde, etc., et achète du produit bio, surtout local, si vous avez quelqu'un dans le coin qui fait des légumes bio, achetez-le les yeux fermés, ça c'est clair. Et bien ça pourra changer. Vous avez tous les supermarchés qui auront des problèmes parce que le reste restera dans les étals. C'est le consommateur. Oui, bonjour. Je voulais poser 3 questions un peu plus simples. Vous n'avez pas évoqué vous n'avez pas parlé des problèmes de la cuisson. Alors je pensais en disant ça, notamment au micro-ondes, si ce que j'en sais est juste, qui a la particularité de transformer les molécules des aliments quand ils passent dans le micro-ondes. Donc voilà, ça n'a pas été évoqué. Je pense que si c'est le cas, c'est grave pour l'alimentation. Une autre question, c'est riz blanc ou riz complet, pourquoi? Et après, moi je voulais savoir, je pensais surtout à Philippe, est-ce qu'on a étudié, on entend souvent, même le conférencier hier a dit que la planète pouvait nourrir 12 milliards d'hommes, si c'était mieux, etc. etc. Moi qui suis un enfant de René Dumont, je suis sceptique sur cette approche-là. Et je dirais, est-ce qu'on a estimé pour que la population mondiale mange sainement pour rester en bonne santé, etc., à combien ce niveau de population est tolérable par la planète qui est déjà bien mal en point? Voilà. Sur les cuissons, peut-être, Philippe? Oui, donc pour les cuissons, dans l'esprit One Health, on va dire, donc il faut aller vers les cuissons à basse température, voire même pas de cuisson du tout, et c'est l'avantage donc de la fermentation, par exemple. Là, vous avez pas besoin puisque vous avez une cuisson entre guillemets qui se fait par les bactéries, les levures du légume lui-même. Bon. Donc là, vous êtes au top du top puisque vous consommez pas d'énergie pour la cuisine. Et puis après, il faut aller vers les basses températures. C'est très très bien
On a des conservations de qualité à des températures de cuisson de 60 pour les viandes et pour les œufs en particulier. Vous avez l'œuf parfait qui est à 56 degrés. C'est un produit extraordinaire. Les grands chefs dans les 3 étoiles font ça. Après, pour ce qui est de la cuisson des légumes, 80 degrés, 90 degrés, ça suffit. Donc, on n'a pas besoin de faire comme font les chefs, pareil, 15 litres de flotte, 3 petits pois, et puis on sort ça et on le met dans la glace. Vous imaginez, sur le plan énergétique, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Donc, des cuissons basse température. Des cuissons aussi, donc vous avez des nouveaux modèles je ne vais pas rentrer dans le détail, comment on appelle, qui conservent la chaleur, là, des norvégiennes, voilà, des cocottes norvégiennes, etc. Vous avez plein de moyens écologiques de faire cuire en dépensant le moins d'énergie possible. Après la dénaturation, en effet, peut-être par le micro-ondes, moi personnellement, je n'en ai pas, donc je ne peux pas trop vous parler de ça. Et puis, donc, vous avez abordé la deuxième question, c'était sur le riz. Alors, donc, si vous mangez des céréales complètes, par pitié, prenez, s'il y a un produit qu'il faut manger bio, c'est bien la céréale complète. Alors, je vais vous faire un petit détour par le blé dur. Le blé dur, au départ, ça vient de Sicile. Hein. Et si vous regardez dans le monde qui sont les grands producteurs de blé dur, eh bien, vous avez l'Ukraine, le Canada, qui ne permettent pas aux grains de sécher sur pied, puisqu'ils n'ont pas les températures pour. Donc vous avez une céréale qui n'a pas séché sur pied. Comment fait-on ? Eh bien, on passe un petit coup de glyphosate juste avant la récolte. La plante sèche sur pied et vous récoltez derrière, mais tout ça se loge dans les enveloppes. Si derrière on sort le grain, ben, les produits chimiques restent dans les enveloppes, mais si vous consommez ce produit-là complet, ben, vous avez triple peine, d'accord ? Donc, s'il y a bien un produit qu'il faut manger bio, c'est la céréale complète. Voilà, c'était mon message. Et puis la troisième question, donc, alors après sur les populations, à l'avenir, on est plutôt sur on aurait déjà amorcé la décroissance. Hein. Donc le danger, c'était que la population africaine augmente de façon exponentielle. Mais non, ça y est, on est déjà dans une inflexion, donc je ne crois pas qu'il faille avoir des schémas à 12 milliards d'habitants. On devrait être en dessous. Et après, on a largement de quoi nourrir, à condition en effet de convertir une grande part de l'alimentation du bétail sur les humains. Hein. On l'a dit tout à l'heure, hein, toutes ces surfaces qui sont à viser bétail, il faudrait les convertir vers de l'alimentation humaine. Ce qui ne veut pas dire que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas manger de viande, loin de là. Et ici, on est bien placé dans notre département 64 pour avoir des viandes d'extrême qualité. Hein, donc, préservons le local pour les viandes. Voilà. Pour les produits non raffinés, c'est bien entendu, il y a le cas des pesticides, mais surtout que les produits non raffinés contiennent beaucoup plus de micronutriments. Enfin, quand vous raffinez, il vous reste plus que le glucose pour le sucre. Alors après, il faut jouer entre le semi-complet et le complet, quoi, parce que c'est vrai que c'est des aliments plus... des fois, on en a un peu marre. Mais en tout cas, pour le pain, c'est important de varier, d'avoir aussi du... Puis après, finalement, il y aurait aussi l'origine de la farine, quoi. C'est vrai que si on a des variétés traditionnelles, paysannes, on n'a pas les mêmes compositions au gluten. Donc, il faut bien comprendre que l'alimentation, en fait, c'est une palette de choses. Et en fait, il faut essayer d'intégrer au maximum tout ça. Et finalement, en faisant une culture, quoi. L'alimentation, c'est culturel. Et en fait, quand vous allez vers l'ultra transformé à l'opposé, vous abandonnez toute culture, quoi. Il n'y a plus de culture là-dedans. Donc, forcément, quand vous restez dans le culturel, vous vous posez plein de questions. D'où ça vient ? Comment ça a été produit ? Comment on peut le cuisiner ? Comment même on peut introduire d'autres formes de cuisine ? C'est vrai que c'est difficile d'introduire des produits qu'on n'a pas l'habitude, que ce soit les algues ou ceux qui ne consomment pas de farine de maïs. Je reviens toujours au grand roubasque, là. Si on n'a pas l'habitude, ça a tendance à rester dans votre placard, quoi, ou dans votre... Voilà, donc... mais quand c'est culturel, on absorbe, on se pose des questions, et je pense que l'enjeu, il est vraiment là, quoi. Moi, je suis une ancienne productrice de fromage fermier bio,
ici. Et je continue toujours les marchés sur la côte, sur un marché local, là. Et je suis assez effarée chaque fois des dames qui sont enceintes ou de leur maman qui prennent le fromage pour leur fille et qui me disent tout le temps mais c'est du lait cru. Je dis oui, encore heureux qu'on puisse encore produire un lait cru bio, et encore heureux que ce soit du lait cru quand même, quoi. Ah non, non, j'en prends pas, hein. Vraiment, non, je peux pas, ma fille elle est enceinte, je peux pas le prendre. Et toutes les dames enceintes que j'entends systématiquement, c'est la question. Alors je pense que c'est peut-être les organismes sanitaires qui le préconisent certainement, ou les gynécos. Par le biais des organismes, c'est vraiment... Alors je leur dis toujours, écoutez, moi j'ai eu 3 enfants, j'ai toujours mangé, depuis que je suis jeune, du fromage au lait cru, c'était dans la famille comme ça, tout le temps, et bon, on n'a jamais rien eu de particulier, quoi, vraiment, quoi. Donc je ne pense pas que vous prenez de gros risques en mangeant du lait cru, au contraire. Voilà. Donc, je trouvais qu'il fallait quand même changer cette vision aussi du lait cru, entre autres, quoi. Et pour la petite phrase vivre et se nourrir d'agriculture paysanne, j'aurais rajouté local et bio, parce que c'est important. Sur la question posée pour les femmes enceintes, donc il y a un risque statistique qui est effectivement très 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 faible, mais quand ça arrive sur une personne, qu'elle se fait une hystériose, ce genre de choses, c'est 100%. Donc c'est un choix individuel. Moi j'ai donné à mes 2 enfants très très précocement des fromages au lait cru, tout de suite, parce que je connais ces statistiques et que voilà, je pense que le risque en vaut la peine. Voilà. Mais c'est un choix individuel. Ensuite, on a, dans la diète alimentaire, il y a plein de façons aussi d'avoir de la microbiodiversité. Donc il ne faut pas... Alors, bien sûr, quand on est producteur de fromage au lait cru et qu'on entend ça, c'est difficile à entendre, hein, de manière répétitive, mais il y a plein aussi d'autres solutions pour alimenter le microbiote d'un enfant avec plein d'autres produits. Et puis, dans les fromages, on peut prendre des pâtes pressées cuites, hein, des comtés, des beauforts, etc., sans difficulté, où là, on a de la microbiodiversité et un risque sanitaire qui est sans doute moins important. Je vais sortir de mon rôle d'animatrice, juste pour dire que ça a fait l'objet hier d'une discussion ça, sur les préconisations faites aux femmes enceintes, notamment parce qu'on parlait beaucoup de fromage au lait cru, donc qui est un peu plus mon domaine. Ce qui est important et ce qui ressort aussi ici, hein, c'est la diffusion de connaissances finalement auprès du grand public. Et je pense qu'il y a une inversion, ou en tout cas il y a une grosse nécessité à informer, à expliquer aux gens déjà comment sont faits les produits. Parce que faire du fromage, hier, on parle là plutôt du risque pathogène à manger des fromages au lait cru, mais il y a aussi des fois des questions sur « Ah, mais moi je suis intolérant au lactose, je ne peux pas manger de fromage ». Or, quand on sait comment on fait un fromage et qu'on sait qu'à l'issue de la fin de la fabrication d'un fromage, il n'y a quasi plus de lactose, il y a un problème aussi à diffuser comment sont faits les produits pour ensuite avoir le bon réflexe ou de poser les bonnes questions. Voilà. Et donc, on a pris conscience et on prend conscience à tous les niveaux, au niveau scientifique, à tous les niveaux, qu'il y a vraiment un devoir, plus qu'un besoin, un devoir d'informer les gens avec des outils simples qui puissent être communiqués dans un marché par quelqu'un qui vend du fromage ou quoi que ce soit, et qu'il ait les arguments justement pour expliquer aux gens pourquoi non, c'est pas forcément dangereux de manger des fromages au lait cru. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Donc, je peux vous encourager. J'ajoute un tout petit point. Les gynécologues obstétriciens sont obsédés par la listeria. C'est vraiment quelque chose qui est inculqué. C'est comme si je vous disais tous, on va aller manger des grillons. Vous auriez un choc culturel. Si on dit qu'on va aller manger des mouches, on a un choc culturel. Pour les gynécologues obstétriciens, la listeria, c'est la peste, c'est le choléra. Ils ont été formés comme ça. Et donc, avant que les nouvelles études comme Pasteur, dont on a parlé tout à l'heure, montrent qu'on diminue la fréquence de l'asthme chez l'enfant, entre dans la culture du gynécologue obstétricien qui a peur que sa patiente ait une listeria, il y a tout un travail qui va prendre du temps. Donc, patience.
Ça viendra, mais patience. Il ne faut pas trop... elles entendent tout ça. Toutes les femmes enceintes aujourd'hui entendent, attention, la listeria, c'est le choléra. Voilà, doucement. Il faut aller doucement. Ça va venir. Et voilà. Mais il faut que... La différence entre la recherche et la science, c'est que la recherche, c'est quelque chose qui est évolutif. Et donc, il faut laisser le temps à cette recherche de s'appuyer sur des arguments forts et scientifiques. Et c'est en cela que je vous invite à participer à la recherche, parce que ça vous permettra de mieux lire les études, de mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir des meilleurs arguments. Voilà. Et alors après, c'est vrai que culturellement, dire « moi, ça m'a rien fait », le problème, c'est qu'on a il faut faire attention à l'épidémiologie. Pour une femme enceinte, c'est 0 ou 1, c'est oui ou non, je l'ai ou je l'ai pas. Et si ça me tombe dessus, culturellement, se culpabiliser d'un avortement parce que... c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, après tout, on n'est pas enceinte toute sa vie. Hein. Donc, c'est un moment de la vie. C'est comme pour l'alcool. Moi, je dis, il ne faut pas d'alcool pendant la grossesse. Les les vignerons me sautent à la gorge. Mais je dis, mais enfin, la grossesse, c'est quand même, ça ne dure pas longtemps quand même. Voilà. Hein, ouais, voyez. Donc là, il y a des chocs culturels. C'est vrai que si on diversifie le microbiote par l'alimentation, et il faut le faire avant la grossesse même, il faut que les futurs parents aient tellement diversifié leur microbiote que naturellement le petit à la naissance aura un microbiote diversifié. Et si pendant quelques temps il faut faire un peu l'odoron, allez, laissons la science se faire, ça va venir. Participons. Bien, je pense qu'on va pouvoir clore ce débat de ce matin. Sachez qu'il y a dans le Rama aussi, il n'y a pas que des conférences, il y a aussi le marché des producteurs. Et je pense que la moitié sont en bio, local. Donc n'hésitez pas, pour alimenter votre microbiote, d'aller les rencontrer et trouver ce qu'il vous faut. Et aussi, pensez que nous avons des producteurs corses qui sont venus inviter... pour cette édition, qui ont aussi le produit de leur terroir. Donc n'hésitez pas de faire le tour et faire votre marché à l'Orama, et également auprès des différents produits qui vous sont proposés. C'est bien sûr dans le sens d'une meilleure alimentation et locale que nous travaillons à travers notre édition l'Orama. Bonne journée à vous.